Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast À Voix Haute. C'est le podcast des Sans-Culottes, donc l'association féministe de l'INSA Lyon. Et cet épisode va parler notamment du consentement et des violences sexistes et sexuelles, surtout dans le milieu étudiant. Donc aujourd'hui, on a invité Allions-nous, donc on est avec Marie et Margot, de l'association Allions-nous. Je vais les laisser se présenter. Je commence. Moi c'est Marie et j'ai rejoint l'asso Allions-nous depuis cette année, depuis septembre, notamment par le biais de Margot parce qu'on se connaissait avant. Et donc je suis étudiante en droit et en sciences politiques. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel. Et je suis complètement responsable du pôle solidarité. Parce qu'en gros dans l'asso, on a 3 pôles, un pôle événementiel, un pôle communication et un pôle solidarité. Et à côté, on a donc le bureau, dont je fais partie. Voilà. Et donc le pôle solidarité gère un peu tout le côté accueil des victimes, des témoignages. Et on axe nos actions beaucoup sur les victimes en fait, de violences sexistes et sexuelles. Et sur la prévention et sur l'accompagnement concret des victimes. Du coup, moi c'est Margot, je suis trésorière de l'asso. Du coup, j'ai été élue en juin dernier et je suivais un petit peu de loin déjà les actions qui étaient faites par l'asso l'année dernière. Si je dois présenter l'asso, du coup, on a ce côté un petit peu, comme on disait, prévention et aide aux victimes, notamment par la réalisation de Safe Place, donc des endroits sécures où on peut discuter des vécus de chacun. Et on a aussi un côté plus action et réflexion autour du féminisme. Donc on organise des cafés-débats, on en a fait un sur la prostitution. Dernièrement, on a organisé du coup un colloque sur les regards croisés, intitulé, on va dire, regards croisés sur les violences faites aux femmes. On fait également des after-work plus détentes où on se rencontre et on parle de féminisme. On fait également des ateliers pancartes avant les manifestations, notamment du 25 novembre et du 8 mars. Et on essaye de faire de plus en plus de posts prévention sur les réseaux sociaux pour informer les gens. Super, merci. Et du coup, vous nous avez dit que vous étiez dans l'université de Lyon 3. Exactement, oui. C'est le collectif féministe de Lyon 3. Le collectif féministe de Lyon 3. Et vous étudiez, c'est quoi votre domaine, le domaine de ce campus, de cette université ? Du coup, Lyon 3, c'est une université qui regroupe plusieurs facultés. Du coup, la faculté de droit, de langue, de philosophie, d'histoire, de littérature, et l'IAE, donc c'est un peu l'école de commerce public, on va dire. D'accord, ok, merci. Du coup, très différent de ce qu'on fait nous à l'INSA, du coup c'était aussi pertinent de les inviter aujourd'hui parce que le consentement et les violences sexistes et sexuelles, c'est quelque chose qui touche beaucoup les milieux étudiants et en fait on voulait un peu comparer ce qui se passait dans différents domaines. Et avant de poursuivre, on va pas traiter de sujets faciles dans cet épisode. Ça va beaucoup parler de viol et de violences sexistes et sexuelles. Donc, avant de poursuivre, vous savez. Voilà. Du coup, pour revenir sur le consentement, est-ce que vous auriez une définition à nous donner pour qu'on puisse poursuivre Je ressens mes petites notes parce que je trouve ça toujours intéressant de partir d'une définition très littérale. Littéralement, un consentement, c'est l'acquiescement donné à un projet, la décision de ne pas s'y opposer. En droit, on va même rajouter le fait que c'est une volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois. Et ça c'est, on va dire, une base de réflexion, mais c'est tellement plus compliqué que ça. Notamment parce que je reste un peu sur le côté droit, mais parce que je trouve ça intéressant de partir de ce postulat-là, parce que dans le traitement des violences dans les procès, c'est hyper important de savoir de quoi on parle. Donc dans la notion de consentement, il y a 2 critères principaux qui reviennent, c'est le fait qu'ils doivent être libres et éclairés. Et moi je trouve ça
hyper flou comme notion en fait. Qu'est-ce que c'est un consentement libre et éclairé? Et je trouverais ça pertinent d'avoir une approche très détaillée en fait du consentement, limite le définir un peu par la négative en fait. Le consentement en fait ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et de donner des exemples concrets dont toi Margot t'avais un peu réfléchi. Ouais, mais c'est ce qu'on... Oui. C'est vrai que c'est un peu flou et du coup d'avoir un aspect plus pratique de... Parce qu'apparemment c'est assez compliqué de comprendre ce que c'est le consentement. Et notamment les hommes ont un peu du mal à comprendre cette notion. Donc peut-être que dire ce que n'est pas le consentement, ça amène une approche plus simple et plus claire. Donc par exemple, je trouve que la vidéo sur la tasse de thé, elle est assez claire, c'est-à-dire qu'on donne pas une tasse de thé à quelqu'un qui dort, on donne pas une tasse de thé à bon, on va dire, c'est assez clair que quand quelqu'un est bourré ou drogué, elle est pas forcément, voire pas du tout consentante, que changer de trou, que d'enlever une capote sans prévenir, c'est pas ok, et que, également certains agissements ouais. Oui, c'est ça, de changer. C'est-à-dire que quand on propose du café et que la personne dit oui, ça veut pas dire qu'elle est ok pour boire du thé. Donc c'est ça, ouais, le changement de pratique aussi, oui, c'est un aspect intéressant. Et puis c'est aussi une question de ressenti beaucoup. C'est assez clair. En fait, je trouve que c'est toujours mieux en vrai de juste simplement poser la question comme ça, c'est plus simple. Mais on revient aussi sur les aspects de chantage et d'insistement en fait. Ouais, exactement. Si tu veux aussi en parler, peut-être que... Non, mais oui, c'est ça, c'est que aussi on peut réussir à avoir un oui de quelqu'un, entre guillemets, quelqu'un peut réussir à avoir un oui, mais ça va pas être un oui avec envie, on va dire, parce que ça va précéder du chantage, ça a été précédé de insister. Il y a aussi du coup cette notion de violence sexuelle au sein du couple, où une personne peut dire tu me dois ça parce que nous sommes en couple et que c'est ça qui fait que notre relation est belle, etc. Et du coup, oui, il y a aussi ça qui rentre en jeu, quoi. Tout ce que vous avez dit, en fait, ça fait référence aux 5 piliers du consentement. Donc, tu avais parlé de libre et éclairé. Donc, libre, qui ne soit pas sous la contrainte. Éclairé, qui soit bien pour ce qu'on va faire. Et aussi une personne qui est capable, qui est en capacité de qui soit pas ni sous l'emprise d'alcool, de stupéfiants, de quoi que ce soit. Et de savoir aussi, et qu'elle soit aussi, qu'elle sache en fait ce que ça engendre, que ces actes-là, ça correspond à ça, etc. Et voilà quoi. Et éclairé, je pense que c'est aussi en lien avec l'emprise psychique aussi de ton état mental, à quel moment il est... pas que l'emprise de drogue, c'est aussi l'emprise psychologique, je pense. La capacité d'une personne, et puis je pense qu'en droit, tu fais référence à typiquement la majorité sexuelle, le fait que un enfant, il n'est pas éclairé dans le fait de consentir à une relation sexuelle puisqu'il a 8 ans. Puis il ne sait pas ce à quoi il consentit, en fait. Il n'a pas ce qui va se passer. Ou 15 ans, bien sûr. Mais voilà, je pense que ça fait référence aussi à beaucoup de choses comme ça et c'est pertinent de donner des exemples. Donc spécifique, c'est-à-dire que je dis oui à une pratique, mais je dis pas forcément oui à toutes les pratiques. Réversible, on n'en a pas discuté, mais c'est pas parce qu'on dit oui à un moment qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas parce que oui on a commencé à chauffer que après tu peux pas dire ah non en fait je suis pas à l'aise, j'en ai plus envie, je le sens pas. Et enthousiaste, ça doit être un vrai oui et pas sous la contrainte. C'est ça. Ou parce que, voilà, encore une fois, c'est une sensation. Peut-être que quelqu'un va dire oui parce qu'elle sait qu'après il va y avoir du chantage, etc. C'est à la personne en face. Du coup, si la personne fait du chantage de base, il y a un problème. Mais que dire ah ouais, ça se voit qu'en fait là elle me dit oui parce que voilà, comme ça c'est fait, on passe à autre chose. C'est à la personne en face de se dire là non, c'était pas vraiment un oui. C'est comme quand, je sais pas, en fait. Dans ces cas-là, il faut toujours comparer avec des situations un peu plus banales de la vie quotidienne. Genre quelqu'un qui t'a envie de dire viens, on va faire de l'acrobranche, c'est la personne en mode ouais. Tu te dis finalement on va peut-être pas passer un bon moment en fait parce que si la personne n'a pas envie, elle a pas envie quoi. Donc tu vas pas dire allez viens, on va à l'acrobranche. Il y a aussi le truc de admettons la personne elle est en mode ouais vas-y je suis trop chaude d'aller à l'acrobranche et qu'elle arrive à l'acrobranche comme elle finalement non. C'est non. Et puis tu la fais pas culpabiliser en mode genre
Bah, c'est chiant, on a fait une demi-heure de voiture quand même pour aller à Courbranche. Non, mais t'avais dit oui, maintenant tu peux pas, tu peux pas dire non quand tu- même. Ouais, non, ça marche pas. Non, c'est genre ce serait bien de pouvoir quand on dit non, la réponse ce soit juste ok. Genre, et pas de Pas pourquoi, pas de pourquoi, pas de- non, tu fais chier, ouais. ouais, clairement. Et donc ça, c'est en théorie ce que c'est que le consentement. Et dans la loi française, européenne, surtout par rapport à ce qui s'est passé récemment, dans les faits, comment ça se passe? Donc tu fais référence, je pense, à l'inscription du coup par rapport à l'Union européenne et à l'ajout de la notion de consentement. C'est intéressant parce que du coup, tu as parlé du colloque que Alumno a organisé il y a quelques jours. On a reçu une avocate qui n'a pas du tout parlé de ça pendant la conférence, mais à la toute fin, quelqu'un lui a posé cette question et en vrai c'était hyper... Enfin moi je m'attendais à cette question-là et j'avais envie de connaître son opinion parce que c'est vachement dans le débat médiatique actuel. Et alors du coup il faut savoir que c'est une avocate donc c'était Nathalie Tomasini qui a défendu Jacqueline Sauvage, donc très engagée dans la défense des femmes et des violences faites aux femmes. Et elle a une prise de position que j'ai trouvée intéressante. J'étais un peu mitigée en fait, sur certains points, mais que j'ai trouvé pertinente, où en fait elle disait que on peut rajouter la définition du consentement dans le viol, mais que c'était pas vraiment nécessaire parce qu'elle estimait que dans les procès, on parlait en fait déjà du consentement. Il y avait déjà cette notion de consentement et que le vrai problème en France, il n'est pas dans rajouter ou non la définition du consentement, ce qui pour moi relève plus du symbole que de l'utile. Mais après, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que déjà d'avoir le symbole, c'est là où on est un peu mitigé sur ce qu'elle a dit. D'avoir le symbole, c'est quand même déjà poser les bases en fait de le consentement est nécessaire. Oui, c'est montrer un engagement en fait. Voilà, c'est ça. Mais après, il y a aussi tout le débat de mais si on dit elle a dit oui, ça enlève un peu la notion justement de ce qu'on disait tout à l'heure d'emprise, d'abus et tout. Non mais c'est bon, elle a consenti, elle a dit oui, mais en fait après, pas dans tous les cas. Rajouter en deuxième, rajouter un alinéa, Ouais, garder la définition originale du viol, donc qui se définit par la contrainte, la menace, la surprise et la violence, et rajouter un second alinéa où on parle de consentement parce que c'est vrai que c'est un peu un comble quand même qu'il n'y ait même pas ce terme. Moi je trouve que c'est important qu'il y soit en termes de symbole. Après du coup dans la pratique, elle disait que c'était pas si utile que ça. Et que ce qui ferait vraiment bouger en France le traitement du viol, ce serait de renverser la charge de la preuve. Et pour vulgariser un peu le truc, en gros en France on est dans un système inquisitoire, c'est-à-dire que la charge de la preuve, elle revient à la personne qui est victime de la portée. Donc moi demain, je suis victime de viol, je décide d'aller porter plainte, c'est moi qui dois apporter la charge de la preuve que cette personne m'a bien violée. Là où dans un système accusatoire, ça revient à la personne qui est accusée de prouver son innocence. Donc typiquement, on est dans un système comme ça au Canada par exemple, c'est ce qu'elle disait. Et en Espagne aussi. Et il y a aussi d'autres petites nuances, par exemple dans un système inquisitoire, la place du juge est beaucoup plus importante. Le juge a une importance dans le fait d'apporter des preuves, il mène des expertises. Là où dans un système accusatoire, ça revient beaucoup plus aux parties, en fait, au procès. De ramener des preuves et le juge est plus vu comme un arbitre qui en fait est une forme de médiateur au procès un peu, je pense on peut dire. Voilà, je sais pas si t'as des trucs à rajouter là-dessus. Non, oui, c'était assez clair. Et bien super. Et non, vraiment en fait c'est ce qu'on se disait aussi, c'est en termes de symbole de renverser la charge de la preuve, ce serait tellement genre peut-être que évidemment ça changerait pas toutes les je dis pas qu'il y aurait plus de violence, mais en fait, de se dire, ok, genre là, si jamais, je respecte pas son consentement, c'est à moi de prouver que... Et du coup, ça... Au niveau même du symbole et de... pas que du symbole, j'ai pas le mot, mais on protégerait de l'ampleur, et même justement de l'éducation, en fait... une protection des victimes et du coup de pas avoir une double peine des victimes parce que tu vas porter plainte en plus tu dois prouver que ça fait quand même c'est le problème de la double peine et puis c'est assez révélateur du mauvais traitement en France par rapport à ça. Clairement. Qui pour moi est un mauvais traitement qui commence dès le moment où tu as décidé de porter plainte et où tu seras face à des policiers qui sont pas formés pour prendre en charge ça et où pour moi des policiers qui sont à même de prendre en charge des victimes de viol, ça relève juste de l'exception. Je fais une petite parenthèse, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et je trouve ça chouette de le relayer
de le relayer dans le podcast. On a reçu aussi dans la conférence une gynécologue obstétricienne qui racontait qu'elle a l'initiative dans son hôpital. Ouais, à la Maison des Femmes. À la Maison des Femmes. C'est la fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis. De congeler en fait les vêtements et certains prélèvements ADN qu'elle reçoit en fait quand des femmes viennent de se faire violer. Et les avortements aussi. Et les avortements. Les fœtus, ouais. Les embryons. Et bref, et que du coup en fait elle congelait tout ça parce que ça constitue des preuves. Et si tu te sens pas à l'aise de porter plainte maintenant, tu le seras peut-être plus dans 2-3 ans. Et je trouve que c'est des initiatives qui sont trop rares et qui sont en fait juste essentielles parce qu'aujourd'hui la preuve dans le viol, prouver le consentement, en fait, parce que sinon, c'est ce qui manque quoi. Enfin, c'est toujours là où ça bloque et c'est pour ça que je pense qu'on a autant de dossiers classés sans suite parce qu'on n'a pas assez de preuves. Ouais, c'est ça. Et surtout que je pense que le fait de inverser la charge de la preuve, c'est ça le terme, c'est aussi permettre aussi peut-être de... Comment dire ? Parce que par exemple, tout le processus d'aller porter plainte, la double peine, etc., ça s'inscrit vachement dans la culture du viol en fait, parce que justement, les personnes qui reçoivent ta plainte, qui te demandent de répéter sans cesse ce qui s'est passé, qui vont aller voir si d'une version à une autre, ça va changer et tout. En fait, ces personnes-là, elles sont elles-mêmes empreintes de cette culture du viol, à se dire, ok, elle doit prouver qu'elle a été violée, mais par contre, et donc inverser ça permettrait aussi de... pas de gommer, mais de venir rééquilibrer un peu les choses, de dire cette fois-ci c'est à l'accusé de nous prouver qu'il l'a pas fait et pas aller demander à la victime de répéter sans cesse et de poser des questions hyper indélicates et hyper hyper accusatrices en fait auprès de la victime. Du coup, carrément. Puis en fait c'est bien beau de dire à chaque fois on vous croit les victimes, mais en fait si c'est pas appliqué, personne va... Enfin en fait si personne leur dit je vous crois déjà dès les premiers policiers qui les reçoivent, ça marche pas quoi. Puis on vous croit, je trouve que c'est dans un certain milieu, mais j'ai l'impression que on l'a vu avec Depardieu, même avec L'Homme Pâle, genre dans la pop culture, en fait dès que j'ai vu un post récemment sur ça, genre dès que c'est un pote, dès que c'est justement quelqu'un que t'aimes bien et tout, là je te crois plus, hein. Il y a plus de... c'est ah mais non mais tu mens, donc ça fait triple peine. C'est ça, en fait on croit la victime quand elle correspond parfaitement au profil de la bonne victime et quand la personne accusée correspond parfaitement à l'accusé. Donc c'est-à-dire encore une fois si c'est quelqu'un que tu connais pas dans la rue, tard le soir, oh là là il s'est passé ça dans les transports quand t'es rentrée de soirée, merde tout ça, là je te crois. Mais par contre quand il s'agit de c'est ton pote qui a fait ça, etc., cette fois-ci c'est direct, c'est ah mais non mais il est pas possible, c'est pas jamais ça. Il est pas ça. Et là c'est pareil avec c'est ça. Et en fait le truc c'est qu'il est la présomption des innocences dans ces cas-là aussi est surinstrumentalisée en fait. Et du coup inverser un peu ça, la charge de la preuve. Voilà. J'ai du mal avec cette notion. Et ça permettrait aussi peut-être de venir un petit peu et puis même désolé on revient beaucoup sur la conférence mais on avait ils ont dit vraiment des choses très très intéressantes et du coup on avait Fiona Texer, c'est une collaboratrice d'élus, bref elle bosse en politique, voilà exactement et elle disait que en fait c'est fatigant aussi, il y a justement encore une fois cette notion de double peine, c'est que les victimes quand elles prennent la parole diraient que ça va être ah mais c'est pour nuire à cette personne. Et en fait déjà que c'est dur de prendre la parole et que souvent dans la plupart des cas, voire dans je pense 80 voire 100% des cas, c'est à la victime de démissionner et du coup de perdre son poste. Donc à quel moment c'est pour si c'était vraiment pour nuire à une personne, genre juste je le ferais pas, ou alors trouver un autre. C'est la même chose quoi. Je pense que la parole a été libérée maintenant, mais toutes les femmes le disent. Elles sont en mode j'ai pas parlé parce qu'en fait c'était juste enterrer ma carrière au cinéma de parler. C'est ça. Et surtout quand on dit c'est pour nuire à la personne, ou alors à côté il y a aussi le truc pour gagner de l'argent en fait. C'est alors t'es vénal, tu veux gagner de l'argent en faisant ça, mais en fait quand tu regardes toutes les étapes par lesquelles tu dois passer
pour porter plainte. Et il suffit que tu sois un minimum connu, ou alors que tu portes plainte contre quelqu'un qui est un minimum connu et que tu le dénonces. Mais quand tu vois comment tu te fais lyncher sur les réseaux sociaux, comment comment et puis aussi toutes les étapes à laquelle tu dois passer au niveau de la justice pour que ça que ça aboutisse quand ça aboutit. Mais En les fait, gens, tu te rends ils compte ont que des mauvais arguments parce qu'en réalité, pareil, ce qu'ils disaient à la conférence, mais c'est l'inverse en fait. Souvent, de porter plainte, etc., de payer un avocat, ça te coûte environ 12 000 euros. 12 000 euros. Ouais. Donc personnellement, je n'ai pas 12 000 euros. C'est ça. Et alors que, inversement, les accusés, enfin les violeurs, on va parler en termes directs, ils ont des aides pour aider... Des aides violeurs. Ouais. Non mais genre dans la politique. Oui, les politiciens. Ouais, les Oui, j'allais dire, politiciens, c'est pas tous les- en mode leur parti politique par exemple, ils peuvent les aider. Pour qu'ils se dépatouillent, quoi. Ouais, Voilà, voilà, ils sortent exactement. pour qu'ils sortent d'affaires. Quoi. Enfin, bon, Ok. voilà. Et puis bon, visiblement ça a l'air de bien marcher, vu qu'ils sont rarement condamnés, mais bon. Ouais. Mais ils sont beaucoup accusés par contre. Ils sont beaucoup accusés. C'est fou cet hasard. Voilà. Donc, on a parlé du monde politique, c'est génial. Ouais. Mais dans vos assos, est-ce que, par exemple, sur vos campus, vous avez déjà fait face à ce genre de situation, par exemple des situations où il y a eu des gens qui ont porté plainte pour agression sexuelle, pour viol? Parlons-en. Et du coup, au sein de l'asso, on a eu affaire à une affaire du coup d'agression sexuelle. Et du coup, en tant qu'asso féministe, il a été décidé de prendre des mesures. Et sauf que ça a été très compliqué au niveau de la fac, déjà parce qu'il y a eu des questionnements vis-à-vis des victimes et vis-à-vis de l'asso, quelles répercussions ça pouvait avoir, etc. Et aussi parce qu'on est très peu informé à la fac des aides qui peuvent être... qu'on peut avoir, et notamment par exemple des référents d'égalité, des référents sur les violences sexistes et sexuelles. En fait, on n'est pas du tout informé. Et du coup, ça a un peu un parcours du combattant. Enfin, on ne sait pas trop... plutôt de la combattante d'ailleurs. On ne sait pas trop... on sait pas trop vers qui se tourner. Et c'est vrai que c'est dommage. Malgré tout, du coup, il y a une cellule d'écoute qui est plus ou moins réceptive, c'est-à-dire qu'il faut des contextes particuliers pour que on soit écouté. Et en fait, on connaît pas très bien les engrenages administratifs et du coup, c'est assez compliqué, je trouve, de s'y retrouver. Et en fait, ouais. Et après, bon, ça a quand même abouti dans le sens où la présidente s'est intéressée au dossier à un moment, mais parce qu'on a quand même dû forcer, entre guillemets. Et sauf que lors des commissions et tout, et des réponses, des entretiens avec... justement, genre, il y a eu le dossier a été mal... lu, voire pas du tout, et du coup ils ont interrogé les mauvaises personnes et pas les victimes concernées, donc il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là, je pense, et beaucoup de choses à faire encore. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe dans la vraie vie, ça s'est répertorié. Ouais, exactement. Enfin, genre c'était à la la fac aussi, pareil, ça quoi. marche. Qu'en termes de sanctions, Ouais. enfin, On n'en est pas encore là, mais... ouais, c'est pas encore décidé, mais je pense pas, c'est complètement mon opinion personnelle que je donne, je pense pas que ce genre d'événement donne lieu à des expulsions d'une fac, parce qu'en fait, ils savent, la décision d'expulser quelqu'un de la fac est peut-être jugée trop grave, proportionnellement à ce qui s'est passé, ce avec lequel je suis pas du tout d'accord, hein, bien sûr, mais je parle du point de vue de l'administration. Ce qui est vraiment dommage, parce que je pense que c'est compliqué pour une femme qui a été violentée de se dire qu'au sein d'une fac, qu'elle va croiser peut-être dans son amphi, dans le couloir, au crous, au restaurant universitaire, Tous les jours, quoi. partout, littéralement, le mec qui l'a potentiellement violenté. Et que, en fait, pour moi, ce serait la sanction minimale. Ouais. Mais bon, vous comprenez bien, ça le pénalise quand même vachement dans ses études. Donc, oui, le pauvre. Ouais, le pauvre, c'est ça. On va quand même pas détruire sa vie. Bah oui. J'avais entendu aussi, je viens de me rappeler, une... Bon, c'est une pote d'une pote, du coup, mais qui s'était retrouvée avec son agresseur dans son amphi, et du coup, qui
se sentait plus qui a redoublé sa licence parce que son année parce que elle voulait plus venir en cours, etc. Genre voilà, ça fait beaucoup. Et ouais, après nous on a quelques personnes qui viennent nous voir, mais ça reste assez, je pense, peu comparé à ce qui se passe réellement. Bien sûr. Puis je pense que on n'a pas un rayonnement aussi suffisamment grand pour en fait avoir des témoignages, parce que mine de rien notre asso elle est assez peu connue. Elle est top, hein, vraiment. Ouais, elle est connue des gens qui s'intéressent. Ouais. Et en fait, elle est pas. Enfin, je vois par rapport à d'autres assos qui sont à Lyon 3, qui ont un rayonnement beaucoup plus important. Nous, c'est minime. Et puis nous, surtout, il y a la question du féminisme. En fait, comment on est perçu en tant que féministe dans notre fac, ce qui est pas gagné. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Mais on peut souligner quelque chose peut-être un peu plus positif, bref. En tant qu'asso, on est obligé de faire une formation, un membre du bureau est obligé, de chaque asso du coup, est obligé de faire une formation sur les violences sexistes et sexuelles. On va dire que c'est déjà une avancée, même si en fait je trouve ça un peu dommage que ce soit qu'un membre qui soit obligé et qu'en vrai, objectivement, selon moi, toute la fac devrait avoir cette formation, mais au moins tous les membres du bureau devraient avoir la formation et pas que un membre. Mais est-ce que votre école, la fac, vous aide fait les démarches du coup pour que vous soyez formés? Vous donne les moyens d'être formés au lieu de vous dire vous êtes obligé de suivre. Vraiment, vous laisse l'être. Par exemple, vous ramène quelqu'un d'une association qui est formée pour la formation. Ouais. D'accord. Moi, je sais pas j'avoue que j'ai trop compris la question. En gros, attends, j'essaie de reformuler, mais en gros, c'est genre, est-ce que la fac dit, ok, dans toutes les associations, une personne doit suivre une formation, c'est tel jour, vous venez. Et du coup, c'est quelqu'un qui vous fait la formation. Qui vous met à disposition quelqu'un pour vous former, ou c'est à vous de vous débrouiller pour non, ils nous mettent, en gros, il y a un jour où il y a une formation sur les violences sexistes et sexuelles, il y a un intervenant qu'ils ont payé, qui vient, et on est censé, un membre du bureau ou de l'asso est censé venir à cette formation. Ok, voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que là, du coup, au niveau éducation, enseignement supérieur, il y a plein de mesures qui ont été prises en vrai. Là, je crois que c'est entre 2021 et 2025, il y a des objectifs, etc. Et donc, par exemple, la cellule d'écoute, sur beaucoup de campus, il y a des cellules d'écoute. Et du coup, dernièrement, par rapport à la vie associative, il y a une charte qui est sortie qui est pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et du coup, c'est aux écoles de signer ces chartes. Et du coup, si elles signent ces chartes, c'est-à-dire que c'est aux associations. C'est aux associations, entre guillemets, de respecter cette charte, du coup. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc entre, je pense que plein d'associations sur le campus aimeraient faire en sorte de suivre ces formations, etc. Mais si on ne nous donne pas les moyens pour que tout le monde n'a pas les ressources nécessaires pour payer trouver et payer sa propre formation pour tous ses adhérents et adhérentes. Et aussi, il y a un autre truc, par rapport à notre visibilité, nous, du coup, en tant qu'association, du coup, les 5 flottes. En fait, le truc, c'est pareil, c'est que nous, on est plus de 100 associations à l'INSA, et on va dire que c'est pas notre association qui rayonne le plus, en fait. À côté, on a des associations qui organisent des énormes événements, qui donnent vachement envie, et je suis totalement d'accord. Et du coup, c'est vrai que la petite association engagée féministe, etc., même si je pense qu'il y a plein de gens qui sont féministes sur le campus, trouvent toujours des choses qui les motivent plus, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'a pas... Je pense que beaucoup de gens nous connaissent et beaucoup de gens suivent notre compte Instagram. Mais du coup, voilà. Et par rapport au VSS, nous, sur le... J'enchaîne sur tous les trucs, mais... Je vais juste rajouter un truc par rapport aux formations. Du coup, nous, avec la Lyon, on a organisé une conférence avec Purple Effect. Du coup, c'est une association qui s'occupe des violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Et du coup, on a décidé de les inviter parce qu'on trouvait ça intéressant, justement, parce qu'à Lyon 3, il y a aussi énormément d'associations et notamment beaucoup de BDE. Et en vrai, je trouve que
entre guillemets, c'est chouette qu'on les fait, mais c'est pas normal que ce soit à nous de le faire. Et en vrai, les VSS en milieu festif, pour tous les BDE, la formation devrait être obligatoire, selon moi. Totalement d'accord. Je me permets de rajouter un petit truc, mais j'ai quand même un vague souvenir où, quand vous avez proposé cette formation, où vous avez contacté, on a contacté les BDE qui sont, on va dire, les gros BDE qui font des soirées à Lune 3, parce que c'est pas tous les BDE. On n'a jamais eu de réponse. Voilà. Donc on sent aussi que c'est pas une priorité. Moi, à titre personnel, j'ai des amis qui sont engagés dans des BDE et où je sens que même eux me le disent, ils ont autre chose. Ils ont autre chose à faire. Ils ont des boîtes à trouver, ils ont des... Mais sauf que ça devrait faire partie de la priorité en fait dans l'organisation d'une soirée quoi. Parce que ça se passe en fait. Il y a des agressions dans ces soirées en fait. Nous depuis quelques années à l'INSA, en fait depuis l'année dernière surtout, tous les gros événements possèdent une safe zone. Mais forcément c'est au début. Et l'année dernière je me suis retrouvée dans une des safe zones d'un événement, je ne dirais pas lequel. Et il y a quelqu'un, il s'était rien passé de la soirée et du coup moi j'étais juste super fatiguée, j'étais bénévole et j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, il y avait du monde partout, j'avais besoin de me poser aussi et on m'avait dit va là-bas, il s'est rien passé, j'allais déranger personne. Là il y a quelqu'un qui arrive et en fait il était passé minuit, la personne était en pleine crise d'angoisse, on n'arrivait pas à la calmer, mais en fait dans toutes les recommandations il y a après minuit vous ramenez un psychologue. En fait déjà, il y a former les gens et il y a aussi leur permettre de ramener des personnes qui sont vraiment compétentes, professionnelles en fait, parce que on peut être formé nous, mais on n'est pas du tout professionnel pour gérer des personnes qui sont vraiment, ils sont là et en fait, on pourra leur dire tout ça va situation de détresse quoi. On peut pas, on n'a pas fait ces études-là, on n'est pas compétent pour, on peut s'assurer que les deux personnes, la personne agressée et agresseur se retrouvent pas ensemble, mais on n'est pas assez formé quoi, on n'est pas compétent. Et c'est compliqué ces questions de safe zone dans les milieux étudiants. Mais surtout que parfois des associations qui organisent ce genre d'événements nous contactent pour nous demander oui ça vous dirait de faire la safe zone etc. Mais moi ce que je leur dis à chaque fois je veux bien venir en renfort si vous avez besoin pendant l'événement qu'il y ait des gens qui tournent un petit peu pour zioter un peu ce qui se passe pendant l'événement, voir s'il n'y a pas des choses qui se passent mal en fait, voir s'il y a quelqu'un qui est seul etc, aller la voir et tout, mais n'empêche que même si on est dans le milieu militant et que voilà, c'est pas pour ça qu'on est habilité à faire ce genre de choses. Moi personnellement aujourd'hui il y a quelqu'un que je ne connais pas qui vient me voir pas bien etc, je sais pas si je serais en capacité de réagir le mieux possible, parce que peut-être moi aussi ça va me stresser à dire punaise là il faut que je m'en occupe. Mais en fait, je suis pas compétente et du coup, je pense que c'est hyper important que ces assos-là, quand elles organisent des événements, qu'elles prennent à cœur de faire une safe zone avec des gens compétents et qu'elles mettent le budget pour. Genre moi, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit, nous, si vous nous prenez nous, bien sûr, on fait ça gratos. Mais le truc, c'est que qu'il faut penser à demander à une association dont c'est son rôle en fait. Et du coup, je pense que c'est hyper important de le mettre dans les budgets en fait. Même après, c'est obligatoire. Parce que je comprends que ça peut être compliqué aussi, genre les budgets étudiants et tout, c'est quand même, essayer de faire payer le moins aux étudiants. Je sais pas comment ça se passe à l'INSA, mais je sais que nous... c'est des subventions. Subventions, voilà. Bon, c'est vrai qu'en vrai, dans les subventions, on peut très bien demander un budget... psychologue pour safe zone, quoi. Clairement. Et aussi, dans l'orga, dire, écoutez, il y a des numéros que vous pouvez appeler, en rappelant, je sais que nous, du coup, on organise des safe places, et en vrai, on est entre étudiants, étudiantes principalement. Donc en vrai, on précise au début de la safe place qu'on n'est pas psychologue, qu'on n'est pas professionnel et tout, et qu'on est juste là dans un cadre d'écoute et pour un peu faire les médiateurs, médiatrices. Mais du coup, faire un peu la même chose en soirée, dire écoutez, il y a des numéros qui sont là pour vous, et prévoir dans les orgas, comme il y a des gens qui font le bar, des gens qui font la safe zone, mais que ça devrait être prévu de base, effectivement, appeler des renforts, mais des renforts quoi, pas... c'est ça. C'est pas le cœur même. Voilà. Et puis je trouve que même en soirée, pour avoir parfois été bénévole, mais moi c'était pas bénévole du coup cette zone, mais c'était bénévole pour le bar, les trucs comme ça, je me rends compte que parfois en fait on voit parfois qu'il y a des situations un petit peu qui peuvent être limites, et que je pense que c'est aussi important dans ce genre d'événement où il y a beaucoup de musique, où il y a un grand espace,
de faire des gens qui tournent sur les plus trucs et qui checkent un petit peu si ça va, qui osent aussi aller demander, parce que parfois aussi il y a ce truc qu'on n'ose pas demander, parfois on a l'impression que il y a des gens où ça monte un peu la tension en fait et t'oses pas peut-être aller les voir et parfois juste aller faire un salut, la soirée se passe bien, etc. Et quand t'as le truc orga, etc., les gens se disent pas c'est chelou, pourquoi elle vient me voir, elle, tout. Alors que non, en fait, tu fais pas tu le orga, tu viens de checker, donc être un peu là-dedans, quoi. Ouais. Puis en vrai, même, tout simplement, mais ça pourrait déjà être un plus, genre dans la com pour les soirées, dire avant c'est une soirée safe, pas d'abus. Moi je sais que j'ai des stickers consentis en mode seule la musique peut me toucher. Des trucs comme ça et en vrai c'est intéressant peut-être juste en fait tout simplement déjà rien que dans la com en amont de dire rappeler un peu les règles des soirées et que rappeler le consentement justement on en parlait tout à l'heure mais qui est primordial. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un peu fait quand même Anissa. Les gros événements souvent par exemple sur Instagram c'est écrit genre, les gros événements qu'on a mis ça, en tout cas, c'est écrit, c'est rappelé. C'est rappelé avant la soirée. Le jour même, forcément, il se passe des choses parce que forcément, forcément, on est dans un milieu festif, drogue, alcool, soirée, mais ça a le mérite d'être là. Et ça se développe de plus en plus, donc c'est pas mal. Même moi, je le ressens. Moi, pas du tout. Mais dans aucune soirée où je vais, mais d'ailleurs, même... personnellement moi qui sors dans les milieux électroniques genre techno genre c'est tout bête mais je me dis c'est une idée que je viens d'avoir comme ça mais juste mettre une personne genre après les tickets en mode rappeler les règles de base en 3 secondes ça doit être relou pour la personne de faire ça toute la soirée et tout mais bon comme biper des tickets en vrai toute la soirée c'est pas plus fun et dire rappeler consentement, les règles de base à des groupes de personnes pendant que les gens ils se font scanner leurs billets, genre comme ça fait genre une petite piqûre de rappel juste avant l'événement. Et je sais pas que ça va tout empêcher, mais peut-être se rappeler de ça avant un événement c'est assez important. Oui, et puis je trouve qu'en plus quand t'as des piqûres de rappel comme ça ou quand tu les vois dans les promos même avant, la promotion de l'événement, et moi je trouve que ça donne un truc un peu sécurisant. Tu c'est cool. Tu dis j'y vais en sachant que les gens qui organisent sont conscients de ces choses quoi en fait. Bah oui mais complètement parce que par exemple il y a 2 ans là quand il y avait toute l'histoire des piqûres, tout le monde se faisait piquer en soirée, forcément t'avais pas du tout envie de sortir. Ça faisait super peur. Je disais je vais une soirée là-bas et tout, tous les coups je me fais piquer, forcément t'as pas envie d'y aller quoi. Donc oui, là où tu sais que c'est encadré, c'est bien fait, c'est prévu, oui c'est rassurant. Et du coup aujourd'hui on parle beaucoup de... nous on s'est fait connaître avec Balance ton Insa en 2019, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, c'était pour libérer la parole des victimes sur les VSS. Aujourd'hui on en est où? Aujourd'hui, alors c'est vrai que ces dernières années, on a quand même refait, c'était l'année dernière surtout, on a rappelé en fait que ce lien existe et il est toujours valide en fait, ce lien pour répondre aux questionnaires. Mais le truc c'est qu'en fait on n'en reçoit plus des témoignages et ça veut pas du tout dire qu'il ne se passe plus rien sur le campus. C'est vraiment un truc aussi qu'on entend beaucoup. Du coup, perso dans le milieu ingénieur et du coup j'ai lu à ce sujet qu'en fait il y a beaucoup de gens qui pensent que dans le milieu ingénieur il se passe rien et surtout en particulièrement à l'INSA, moi plein de fois j'ai entendu mais quand je faisais référence à ce qui est des balances sur l'INSA justement, des trucs que j'avais lu, des choses qui s'étaient passées, plusieurs fois j'ai entendu mais à l'INSA genre, comment ça, mais il se passe ça à l'INSA mais je pensais pas. Et vraiment, je pense que c'est des cas hyper isolés, quoi, qu'il y ait un truc comme ça tous les 2 ans et tout. Et en fait, non. Genre, Puis il y a beaucoup de choses, je parle en général des petits gestes banalisés. C'est-à-dire que, genre, peut-être qu'une situation de viol dans la définition du droit, genre, dans une soirée, je pense que ça reste assez rare parce qu'il y a quand même beaucoup de gens autour et tout, même si ça existe évidemment, mais des petites, entre guillemets, vraiment agressions,
du style toucher les fesses, les seins, se frotter, suivre en soirée. harceler. En vrai, il y a beaucoup de choses à mon avis qui sont très très banalisées dans les soirées et qui sont normalisées en fait. Et ça, on n'y pense pas, on n'y pense plus. Et même je trouve que et on l'accepte. Même nous, on l'accepte en c'est fait. banal, ça fait partie de la Exactement, soirée, ça fait genre, partie voilà, du c'est un En fait, fun. on se met à trouver des stratagèmes. Genre, Exactement, moi, je vais puis- tout le temps en soirée avec... Enfin, tout le temps, si, quasiment tout le temps, j'ai toujours au moins un pote mec avec moi. Comme ça, tu vois, si tu te fais emmerder, tu te dis que tu vas être en mode genre, non, mais genre, c'est mon mec, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Je n'ai pas besoin de faire ça, mais en pratique, c'est essentiel parce que sinon, bah, tu vas avoir un mec qui va pas te lâcher pendant toute la soirée, tu penses pas, c'est trop chiant et c'est pas normal, quoi. Mais je trouve que même il y a beaucoup de cas où finalement, enfin, tu vas en soirée et tu le sais. Enfin, tu sais que ça va arriver, genre, et t'essayes juste de pas y penser. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais juste enfin, le truc en mode, ah bah ouais, normal, genre. Enfin, ça allait arriver, alors que bah, en fait, non, genre, faut arrêter de se dire que c'est normal Bien sûr. et ouais. Et je voulais juste rebondir sur un truc, quand vous parliez de Balance ton INSA, qui je trouvais une initiative vraiment trop cool. Je pense qu'il y a peut-être un effet c'est quand même un campus où c'est très concentré en fait. Où il y a beaucoup de gens qui vivent dessus, c'est hyper grand et il y a un côté un peu microcosme qui se crée et je pense que c'est hyper favorable à... Enfin en fait, moi du coup ça m'étonne pas tant que ça quoi. En fait, tu te sens en sécurité, les quoi. gens sont en permanence sur le campus et forcément quoi c'est facile tu traînes du coup tout le temps avec les mêmes personnes, les soirées c'est toujours aussi un peu les mêmes et tout, enfin ouais je trouve ça assez, enfin ça s'explique quoi. Ouais, mais aussi le fait que les gens soient tout le temps ensemble et qu'il y ait ce truc où on a nos résidences sur le campus, on va en cours tout le temps avec les mêmes gens, les soirées on fait que entre INSAliens, mais comme dans toutes les écoles d'ingénieurs, en général les écoles d'ingénieurs c'est très... Les gens sortent entre eux en fait, et sortent dans les soirées de leur propre école. Et du coup, ça favorise, entre guillemets, ce truc de... Ben en fait, tu peux pas échapper à l'école en fait. À l'école, tu subis des remarques sexistes, etc. Des commentaires et tout. Mais là, ça veut dire qu'il y a en plus le milieu festif qui vient, le milieu où on partage des résidences, etc. qui favorise des VSS en fait, et beaucoup plus... beaucoup plus fréquente. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que là on parle du milieu festif, tout ça, mais en fait il n'y a pas... Les violences ça se passe pas que là. Ah non, par mais exemple, bien sûr, non. ce que tu dis, ça peut se passer tout le temps, par exemple en cours, cours. dans des remarques. Oui, parce que vous, il y a le côté... Enfin, toi tu disais que c'est pas trop le cas dans ta filière, mais qu'il y a ce cliché qui, visiblement, n'en est pas tellement un, mais où t'as moins de filles que de garçons en école d'ingénieur. Bah ouais, du coup ça favorise en fait le fait que bah tu seras critiquée parce que t'es une fille en fait, enfin c'est un peu t'es l'intrus et du coup bah tu subis des remarques et et puis par rapport à ça j'avais lu un truc qui disait que en fait c'était du néo-sexisme en fait, ça veut dire c'est pas quelqu'un qui va dire toi t'es inférieur à moi, tu me vaux pas, t'as pas ta place ici, et c'est jamais... Enfin, en tout cas, on l'entend aussi, t'es là grâce au quota. Oui, il y a ça, mais je veux dire, ça va pas être un sexisme hyper, on va dire, ouvert en mode, voilà, mais ça va être tout sous forme de remarques. Pas de remarques, de blagues sexistes, de petits machin, je te juge sur ton physique, elle t'a vu comme elle est bonne, etc. Et qui va instaurer en fait une ambiance, je pense en général dans les écoles d'ingénieurs, qui favorise une ambiance hyper portée sur le sexe et hyper sexualisée, et qui met la femme comme objet sexuel, etc. Et même à l'intégration, du coup mon inté elle date d'il y a 5 ans, mais c'était très porté sur on se dénude, les hommes se dénudent de beaucoup, et c'est vu comme un signe de virilité, avec des chants qui sont tout le temps portés sur le fait de baiser, le fait que ces personnes-là sont bonnes ou pas, toujours, et c'est vraiment une ambiance, t'arrives en première année, t'es en mode what the fuck. Ouais, c'est une culture généralisée. Voilà, c'est exactement culture médecine, un peu. autour du sexe. Voilà, c'est ça. Les étudiants en médecine, c'est ça. mais on retrouve ce truc de microcosme en fait. Et c'est ça, c'est ce que Ce j'avais truc de ça bosse beaucoup. Et c'est des études qui sont stressantes, très prenantes, qui sont vues aussi comme des études très élitistes. Donc je pense qu'il y a un côté quand même un peu élite de la nation qui rentre en jeu. Donc on se croit un peu tout permis. Je parle du coup du point de vue masculin.
Et donc je pense que ça favorise ce truc-là. De se dire aussi justement, genre, on subit beaucoup de choses. Enfin, genre, on doit taffer de ouf, donc On se relâche, mais en fait, non. Tu te relâches mais pas de comme ça, façon genre, extrême ouais. et portée sur des choses. Ouais, parce qu'en même temps, il y en a qui vont nous dire ouais, mais au contraire, le sexe, faut pas que ce soit tabou. C'est bien de libérer la parole sur le sexe. Je suis complètement d'accord. non, mais ça, quand c'est dans le respect des gens et que ce soit pas. Que ce soit pas un moyen en fait de extrême, juste avoir plus de relations sexuelles. C'est ça. Et surtout quand tu sais que là, c'est vraiment regarder le sexe comme quelque chose d'hyper. D'hyper viril, et d'hyper compétitif. Et compétitif. Pareil, à l'intégration, t'as des concours de. Qui chope le plus. Qui t'a chopé. Qui chope le plus. Voilà, il y a des choses comme ça. Et puis même à l'inté, quand on part en week-end d'intégration, il y a ce truc, alors je sais pas si c'est encore, mais ce truc où tu dois t'évaluer sur ce que t'as fait de maximum dans le week-end. Et surtout, noter la personne avec qui t'as fait les choses. Donc c'est-à-dire tu mets la lettre A si la personne était super bonne et Z si la personne était laide. C'est hyper extrême. Genre je veux dire c'est vraiment ce truc sur puis aussi c'est genre on te pousse un peu au fait non on te pousse c'est pas ça mais il y a ce climat où tu es libre de te dénuder on va dire pendant les soirées. Tu es libre mais comme c'est cool que quelqu'un le fasse, t'as envie d'être cool, t'arrives dans un nouveau truc, dans un nouveau milieu, t'as envie de te faire des potes, t'as envie d'être c'est ça, t'as envie d'être la personne cool. Et la personne cool c'est se dénuder. Enfin, pour avoir fait genre juste une soirée avec, plusieurs soirées mais avec notamment des gens de l'INSA, il y a aussi cette pression de justement pendant les chants où ça commence à se dénuder et tout, indirectement en fait si tu le fais pas t'es pas comme les autres et c'est tellement vous avez vraiment une normalisation de ok on doit se mettre à poil et genre en vrai c'est et puis tu mélanges ça avec beaucoup d'alcool. C'est ça. C'est en fait juste qui te cocktail à c'est ça. Mais c'est là je pense où ça nous dans nos études c'est beaucoup différencié parce que on n'est pas sur le campus, on a après puis vous avez vos vies à côté aussi. On les choisit aussi. C'est ça. On a beaucoup moins cette justement où vous êtes beaucoup en entre-soi, vous êtes tout le temps avec les gens de vos études alors que nous j'ai l'impression qu'il y a moins de cet aspect BDE soirée où on m'a dit il faut absolument cet aspect-là on le retrouve à l'IAE pour le coup. Ouais. Mais du coup, pas dans les autres facultés. Mais est-ce que sur votre campus vous rencontrez d'autres formes de VSS quand même malgré tout hors cadre festif? Parlons de l'enseignement directement. En vrai, on a notamment en termes de violences sexistes, on a un enseignant du coup accusé d'agression sexuelle qui a des propos déplacés et sexistes pendant ses cours. Pendant ses CM pour le citer notamment heureusement que nous on peut féconder nos femmes toute l'année en comparant le fait que les animaux ne pouvaient féconder qu'à certaines périodes de l'année c'est toujours agréable d'être comparé les femmes de quelqu'un puis il y a aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure mais du coup quand on présente l'assaut féministe il y a des rires souvent dans l'amphi, c'est pas très agréable. Il y a vraiment il y a un petit côté un peu oui ok votre petit assaut d'hystérique aux cheveux bleus. C'est déjà, je dis ça un peu avec un ton très léger, c'est des propos qui sont déjà sortis de la part de personnes de l'administration. On s'est déjà fait qualifier de la sorte d'hystérique aux cheveux bleus. Ce qui est hyper problématique comme propos. Pardon, non, vas-y. Non, moi je trouve qu'il y a en tout cas moi comment je le ressens c'est ce truc de le féminisme fait peur. En tout cas moi je suis à Lyon 3, il y a vraiment ce truc là où quand j'en parle je sens un peu que les gens sont en mode genre tu vois ça a l'air intéressant mais j'ai l'impression que si je m'engage, je me ferais trop remarquer. J'extrapole peut-être, mais on a le même sentiment. J'ai jamais entendu ça de la bouche de quelqu'un, mais c'est le ressenti que j'ai eu, les actions qu'on a, j'ai l'impression qu'elles passent souvent un peu au second plan. Et que quand les gens vont s'y intéresser, il y a un petit côté mais quand même à Lyon 3, c'est un peu touchy, parce que pour faire une petite parenthèse, c'est une fac qui est très politisée et qui est politisée
Qui a été beaucoup politisé à droite. À droite et à l'extrême droite. Qui est, on peut le dire quand même, plus ou moins en train de changer. Enfin, oui. C'est plus autant extrême qu'à son origine. Mais il y a quand même cette marque historique qui reste. Oui, voilà, qui reste. Quand les gens ils vont à Lyon 3, ils entrent dans ce climat aussi de... Ok, c'est à droite. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, genre, tu sais, genre, quand il va... Moi, j'ai fait ce choix en connaissance de cause. Ouais, voilà, exactement. Et on garde ce cliché de Lyon 2, très à gauche, ouais, voilà, c'est ça. Très à droite. Et même, enfin... Je trouve ça dommage parce que à la réunion de rentrée, présentation des assos et tout, le nombre de regards d'hommes qui sont passés devant en mode ah bon bah je m'en vais, genre enfin vraiment en mode ça c'est pas pour moi, ou genre justement à l'inverse je sais pas, deux potes, un mec et une meuf qui passent devant en mode et le gars va dire ah bah tiens là tu peux aller dans cet assaut, mais vraiment en mode méprisant quoi. Oui. Et puis lui s'en va genre c'est en mode c'est l'assaut de femmes, genre, ouais, c'est voilà, pas féministe, c'est de femmes. En fait c'est ça, c'est deux femmes, vous parlez de vos petits trucs à vous, de vos petites règles, de vos petits machins, et c'est tout. Fait nos tricots, nous on a quoi, on a 2-3 maximum hommes dans l'assaut quoi, donc c'est vrai, il y a un problème de c'est encore pas c'est trop. J'ai pas mes mots, mais voilà. Non, mais j'ai une anecdote qui me revient, mais il y a en début d'année, vers novembre, je crois, Aliono a organisé une collecte de protection menstruelle, qui était à la base censée être des protections réutilisables, et en vrai, on a étendu le truc à des protections menstruelles de façon globale, parce qu'en fait, évidemment, les étudiantes n'ont pas toutes une cup ou une serviette de règles à donner, qui plus est pas utilisée. Et bref, j'ai fait un matin une permanence de cette collecte. Je l'ai faite, donc je l'ai pas faite. On a 2 campus à Lyon 3, on a la Manufacture et le Palais sur les quais du Rhône. Bref, j'étais au Palais dans vraiment le grand hall. Et en fait, j'avais une petite table avec une petite boîte avec marqué, etc. Et puis moi, j'étais là, j'attendais et tout. J'étais toute seule, c'était un matin. Et il y avait que des gens qui venaient me voir en mode excuse-moi, l'amphika, c'est où ? Et on me prenait pour les objets trouvés. Ouais, les objets trouvés, pareil. Les objets trouvés ou vraiment l'orientation de la fac en mode où est-ce qu'il faut aller. Et c'était horrible parce qu'au début, j'étais en mode je sais pas où c'est, parce que c'est pas mon campus, donc j'avais pas du tout la rêve de ce qu'ils me demandaient. Mais à la fin, j'en pouvais plus quoi. J'étais en mode mais juste lisez 2 secondes, genre on a mis une affiche, c'était marqué. Juste pour témoigner un peu du désintérêt qu'il peut y avoir. Oui, même il y a eu un moment, pendant le 25 novembre, on faisait signer des pétitions pour les femmes afghanes, et, avec Amnesty. Et du coup, le but c'est qu'on est un peu allé chercher les gens, parce que sinon ils viennent pas d'eux-mêmes déjà. Et puis il y a des groupes, c'était vraiment non, c'est pas. Enfin, non, on va pas signer, genre. Mais vraiment, comme vraiment le truc du mépris, genre. Mais pourquoi vous nous posez la question ? Enfin non, genre c'est évident. Oui, comme si, c'est ça en fait. Quand on parle de féminisme, les gens pensent direct, je sais pas comment dire, mais vraiment en mode, non, ça me concerne pas en fait. Ça. Mais on le voit dans les chiffres, il y a plein d'hommes, il y a une majorité d'hommes qui pensent que le féminisme ne les concerne pas, alors que justement ça parle de problématiques qui sont posées par eux en fait. Des hommes, mais des femmes aussi, ça m'est arrivé l'année dernière avec une de mes profs. L'année dernière, on faisait une vente à prix libre de rubans pour le 8 mars, de rubans violets. Et les fonds étaient reversés à une association qui luttait contre les violences intrafamiliales. Et du coup, j'explique tout ça à une de mes profs et tout, machin. Et là, déjà, je dis dans quel cadre, donc l'asso féministe de l'INSA. Et dès qu'elle entend féministe, elle me rigole au nez, elle fait féministe. Et au début, je n'ai pas trop compris. Du coup, je continue et je lui parle du problème, quoi. Et après, elle me fait ah non, non, ça m'intéresse pas, non, mais vraiment avec mépris et dédain, parce que non, moi je suis mieux que ça, moi il peut rien m'arriver dans ma famille, moi, c'est quelque chose qui touche les autres, ça touche que une certaine minorité, c'est pas un vrai problème quoi. Et je pense qu'il y a aussi un dédain du fait de soit considérer que féministe c'est genre une petite minorité de meufs qui font leur petite tambouille, etc. Et voilà, c'est ça, ou vraiment l'associer avec le fait que d'une haine profonde des hommes, l'associer avec ça, ils se disent non, moi je suis pas là-dedans, moi je veux l'égalité, je veux pas la haine des hommes. J'en ai déjà sorti une fois, je parlais de l'asso avec quelqu'un, et bref, je parle de féminisme, et la personne me dit ok, trop intéressant, moi c'est marrant, je suis assez masculiniste.
et je m'arrête. Wow. En mode genre, pardon. C'est pareil, c'est Genre, je viens de pareil. te dire que je suis féministe quand même. Et il me fait, bah non, mais enfin, du coup, toi, tu m'as dit que tu défendais le droit des femmes. Du coup, moi, je défends le droit des hommes. Et puis, Par rapport à l'égalité, j'y quoi tiens quand même vachement. Et j'étais un peu en mode genre, C'est comparable, c'est quand c'est même- tout à fait, ouais. c'est très déséquilibré comme. My God. Ouais, et il s'attendait à ce que vous puissiez parler Ah oui, sur un peu d'égalité, tu vois, en mode genre, je te dis que je suis de gauche, tu me dis que t'es de droite, tu vois, et puis on va débattre. Non, et puis Genre, surtout que masculiniste, c'est pas du tout, genre en plus, comment dire, c'est comme quand les gens comparent l'extrême droite à l'extrême gauche, quoi. Mais c'est genre vraiment, masculiniste, c'est vraiment, de base, c'est né pas pour défendre les droits des hommes, en plus défendre les droits des hommes par rapport à quoi, on sait pas. Oui, c'est ça. Mais enfin, c'est la vraiment, petite menace. les masculinistes, c'est vraiment une haine des féministes et des femmes en général. Et qui, en plus, qui est née en réaction au mouvement MeToo et tout. Et je suis en mode, mais ça vient faire quoi par rapport au féminisme Moi, je ici pense que genre, c'est une réelle peur. En vrai, il y a une vraie de peur perte de là-dedans, droit. en fait. Ouais. Pour moi, j'ai Ouais. toujours cette phrase quand je parle de ça avec des mecs. Et ça rejoint un peu en vrai ce qu'on disait sur le fait de donner envie à des mecs de rejoindre l'assaut et plus généralement d'adhérer au féminisme. Moi, je sens toujours cette idée de peur et de je suis pas concernée, ça m'intéresse, mais je suis pas une femme. Et déjà, moi, j'ai envie de dire, franchement, tu perds là dans cette réflexion parce que il y a énormément de questionnements féministes qui recoupent typiquement le truc de la déconstruction masculine. On en pense ce qu'on veut, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui concernent les hommes qui sont réfléchies et conscientisées par le féminisme. Et merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bref, je disais ça. Mais, là-bas. en mode, ils s'y retrouvent. Parce que s'ils correspondent pas Oui, justement exactement, à la masculinité suprême, la masculinité hégémonique, etc., bah, en fait, peut-être qu'ils vont se trouver en décalage par rapport aux hommes, justement, qui correspondent à cet idéal masculin et viril, etc. Et ils vont se dire, mais je comprends pas pourquoi moi je suis en décalage avec ça. Ben, en fait, en t'intéressant un minimum aux féministes, tu trouveras un peu des solutions à tes questions. Et pourquoi tu te ressens comme ça, etc. quoi. Mais eux aussi, ils subissent à leur échelle genre le patriarcat, enfin, parce qu'ils ont une forme de pression sur plein de choses et tout, et genre ils sont, enfin, alors je dirais pas qu'ils subissent à la même échelle que nous, pas du tout, Mais il y a aussi mais des il y a, pressions mais du sociales coup qui voilà, sont enfin genre en mode véhiculées. Bien d'intérêt exactement, en genre fait d'être là-dedans. Après, je dis pas qu'il faut vendre le féminisme en mode vous avez aussi mais à voilà, gagner, en mode, Mais enfin, un je peu sais comme que j'ai- on est un peu Ouais. obligé, tu vois. genre, j'ai eu une discussion avec un pote à moi qui disait mais moi j'aimerais bien qu'il y ait une union en fait et pas une lutte. Enfin genre en fait c'est compliqué à expliquer mais arriver avec un truc de unissons-nous et ne luttons pas en fait. Enfin après Mais après, il faut ce pouvoir serait s'unir un avec les autre- personnes qui veulent bien s'unir. Ouais, quoi. voilà, Enfin, c'est ça, parce que- mais tant qu'il y aura des gens après, je pense que c'est un autre débat et tout, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc c'est pas vraiment le sujet du Ouais. podcast là, mais voilà. Mais du coup, on a un peu parlé de ce que faisaient nos assos pour lutter contre les VSS, le consentement, enfin pour réintroduire le consentement. Il y a encore du chemin à faire, et vous pensez que ce chemin, comment dans nos assos on peut y arriver pour un peu que ce soit beaucoup plus quelque chose de gagné dans nos milieux étudiants? Bah, perso, alors pas dans notre asso, mais je pense déjà, enfin je le dis déjà dans le podcast d'avant, mais l'éducation. Genre vraiment, mais dès le plus jeune âge, surtout que la scolarité, c'est les biais de construction et sociale, etc., et de socialisation de genre, etc. Mais c'est hyper important que dès le plus jeune âge, on pose les bases du consentement, mais dans les deux sens. Parce que souvent, on a tendance à dire aux enfants, si on te touche, etc., tu dois me le dire parce que c'est pas ok, mais dans le sens inverse aussi. Tu n'as pas le droit de toucher les gens, tes copains, tes camarades, etc., sans qu'ils soient ok, sans avoir demandé, etc. Et voilà quoi. Et le truc, c'est que je pense que dès le plus jeune âge, si on répète, etc., et que ça va graduellement avec l'expérience de chacun, avec le collège, le lycée, etc., parce qu'il y en a trop qui pensent que l'éducation sexuelle et à la vie affective, c'est des trucs où on va directement donner des détails à des enfants de 5 ans, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je pense que même les parents ont leur rôle à jouer là-dedans, etc., genre tous les biais éducatifs. Donc déjà, si dès le plus jeune âge, on apprend ce genre de choses, je pense que ça va déjà retirer beaucoup de biais sexistes. Après, il y a tout ce qui est la pop culture, la pornographie en général, etc. Ouais, la culture du viol. Voilà, la culture du viol qui est transmise à travers les médias, la culture, le cinéma, la musique, voilà.
Et puis après, nous, à notre échelle associative, ce serait bien que les gens sachent qu'on existe et qu'on peut les aider dans ces cas-là. Et que aussi, je pense que... Et que ce qu'on venait de dire juste avant, en fait, que le féminisme, c'est pas que un problème de femmes, c'est pas que pour certaines femmes, ça peut concerner tout le monde. Ouais, en vrai, je suis d'accord avec toi beaucoup sur l'éducation. Je pense que... Enfin, bien sûr, il y a encore à faire aujourd'hui à nos âges en éducation, mais entre guillemets, c'est trop tard, effectivement. Et du coup, en réfléchissant à ce que tu disais, peut-être justement, nous, essayer de se former un peu plus pour essayer d'intervenir dans des écoles, et en vrai, je sais que Amnesty, ils font beaucoup sur les droits humains et ils font de l'éducation aux droits humains, et ça, je trouve ça super chouette. Mais sauf que il y a que certaines écoles qui sont ouvertes à ce que des étudiants viennent pour parler de ça. Et en vrai, ce serait bien de normaliser ça, et notamment sur la notion de consentement, et à travers des jeux, en fait, parce que quand t'es petit, de suivre des gens qui viennent, c'est un peu compliqué, sachant que on reste des personnes adultes pour eux, des enfants de 5 ans, pour eux, on est des adultes. Et en vrai, même dans les collèges, en vrai, ce serait intéressant d'avoir... même que je trouve c'est plus intéressant quand même d'avoir des étudiants que des gens qui sont plus âgés, parce qu'ils se sentent plus plus proches, on a plus le même langage, des petits trucs comme ça, mais du coup faire intervenir dans des collèges, je pense que ce serait vraiment super. Et moi je rebondis sur une initiative qui moi personnellement m'a marquée, qui a été l'organisation des Safe Place. Moi sur les principes, j'en ai encore jamais, je n'ai pas participé encore à une Safe Place au sein d'Alumni, mais pour avoir beaucoup discuté avec notamment toi et puis celles qui les ont organisées, moi je sais que toute cette démarche, ça a fait écho chez moi de beaucoup de choses, et je me dis que moi qui suis quand même éduquée sur le sujet du féminisme, en vrai ça fait des années que c'est quelque chose qui est présent chez moi, mais que malgré ça j'ai pu réaliser certaines violences que j'avais subies, que j'avais absolument pas conscientisées à l'époque, en discutant au sein de l'asso avec des filles qui ont vécu aussi des trucs parfois similaires. Ça a vraiment fait écho, et ça m'a fait réaliser des trucs, et je me dis que il faut essayer au maximum d'inciter en vrai les gens à faire ça, parce que pour moi la libération de la parole, c'est en tout cas pour moi le moteur du féminisme actuellement, de comment je le conçois, et pour moi ça aide, c'est ce qui aide le plus quoi. Donc ça passe évidemment par l'éducation, mais aussi par des démarches un peu plus personnelles dans son expérience, et là on parle de façon très théorique de consentement, mais honnêtement je pense qu'on a toutes, et c'est assez triste de dire ça, une histoire personnelle où le consentement n'a pas été respecté de façon plus ou moins grave, mais en fait au final on s'en fout parce qu'il n'a pas été respecté, et que ça nous a marqué à notre échelle. Et en fait c'est aussi ça qui est hyper important dans la libération de la parole, c'est que nous on va la libérer, on va parler de notre expérience personnelle, et en face il faut qu'on puisse nous être capable de l'accueillir quand c'est quelqu'un d'autre qui nous confie ça en fait. Et moi je sais que depuis que je suis dans l'asso, j'ai aussi vachement mieux appris à réagir et à gérer des copines qui me racontaient des histoires de non consenties et de violence en fait, et voilà. Je suis d'accord avec toi sur les safe places, même des retours qu'on a, je pense que ça a fait du bien à beaucoup de personnes, et c'est vrai que je pense que les safe places qu'on a organisées, ça a vraiment été une réussite, parce que ça a été des beaux temps d'échange et de respect vraiment des unes et des autres, et de répartition de la parole aussi, qui sont agréables, tu te sens à l'écoute, et je sais pas, tu te retrouves aussi dans ce que chacune dit, et ça te donne espoir aussi. En vrai c'est une bonne action à mener, surtout sur le sujet du consentement, je trouve. Consentement, VSS, parce que c'est celle qui marche vraiment bien. Je trouve que sur le côté, on a parlé tout à l'heure, mais pour moi c'est tout le côté implicite du consentement, où en fait parfois on a besoin d'entendre
d'autres histoires. Et moi, c'est complètement en entendant d'autres histoires qu'il y a eu des trucs qui ont fait écho chez moi. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de filles, il y a cet effet un peu boule de neige, en fait, de genre, une copine m'a raconté ça, ça me fait penser à ça. J'en parle à une copine qui me dit qu'en fait, c'est pas normal. Et de fil en aiguille, en fait, on arrive à un espèce de cercle de violence pas très fun, mais où au moins on en parle. Et c'est là où il y a la normalisation par l'éducation des violences où t'es en mode mais c'est normal, et en fait tu dis non, en fait, pas tant que ça. Oui, parce que souvent par la discussion, y a une amie qui te raconte un truc et elle te le raconte, tu sens qu'il y a un truc et toi t'es en mode mais t'étais ok et tout, et en fait petit à petit t'es en mode ah ouais, en fait c'était pas du tout ok du tout, et que c'est hyper problématique, et voilà, et du coup en fait en parler et instaurer ce climat de confiance et d'ouverture de la parole, c'est hyper important, quoi. Donc Eh bien, merci beaucoup pour votre expérience, pour votre témoignage que vous faites au quotidien dans votre asso. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et merci à vous en tout cas de nous avoir invités, c'est trop beaucoup, cool. Ouais. Carrément, ça nous fait super plaisir d'avoir pu parlé. parler. merci à vous.